Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord excuser notre camarade François Guyetan, qui, malgré son âge, a une santé à peu près valable et ne peut plus faire de longs parcours. Voilà, je voudrais bien l'excuser. Il se serait fait une joie et un plaisir d'être là, parmi nous aujourd'hui. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les présidents et membres des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, permettez à l'ancien et dernier président départemental du Var, les anciens de la première DFL, de remercier Monsieur le maire et son conseil municipal, comme l'année dernière, de me permettre de relater en condensé la victoire est la dernière étape de cette division. Ce jour tant attendu depuis plus de 4 ans pour les plus anciens, la libération de la France. Tous ces hommes et ces femmes, parfois bien jeunes, participaient depuis juillet 1940 aux côtés des Alliés à la poursuite des combats. Ils ont mis en pratique en application ce que leurs parents, leurs enseignants, leur manuel d'instruction civique leur avait enseigné. Tous, du simple soldat au plus haut gradé, étaient des engagés volontaires, particularité singulière de cette division. Quelle que soit leur couleur, leur religion ou leurs idées politiques, ils savaient pourquoi ils étaient là. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été perdus. Honneur, honneur pour toujours à ceux qui sont morts pour notre liberté, notre patrie. Ensuite, vers ceux qui ont combattu, tant et tant souffert pendant les 5 années qu'aura duré cette guerre. Ainsi s'exprimait le général de Gaulle le 8 mai 1945. Après les combats en Érythrée, en Somalie, en Abyssinie, en Syrie et en Tunisie, et enfin, les troupes françaises vont se joindre aux Alliés après une brève résistance au Maroc et en Algérie sous les ordres momentanés du général Giraud évadé d'Allemagne. La reddition des troupes de l'Axe au Cap-Ban en Tunisie le 13 mai 1943 mit fin à la guerre en Afrique. Je passe rapidement sur les drames de l'expédition sur Dakar et l'intervention des Anglais à sur Mezzel-Kébir sans que le général de Gaulle en ait été averti. Sans oublier l'affrontement fratricide en Syrie et au Liban. De retour en Tunisie, après un nouveau bref séjour en Tripolitaine, imposé par le général Giraud, encore chef des armées françaises, après s'être familiarisé avec ce matériel américain venu remplacer le vieux et poussiéreux matériel anglais qui fit merveille jusque-là, elle débarque fin février en Italie et participe le 11 mai 1944 à l'offensive sur les lignes Hitler, Dora et Gustave. Elle réoccupe le palais Farnèse à Rome, siège de l'ambassade de France dans ce pays. Elle est relevée aux portes de Sienne par la 2e DMI le 18 juin 1944, date mémorable pour les Français libres. Elle redescend sur Naples et Tarente pour l'embarquement tant attendu à destination de la France. Depuis plus de 4 longues années, des hommes et des femmes venus de tous les coins du monde espéraient et attendaient ce jour. Ce sera l'opération Anville, rebaptisée Dragoon, c'est le débarquement en Provence. Ils vivaient le plus beau jour de leur vie, celui de venir enfin en découdre avec un ennemi du moment, la Wehrmacht du Troisième Reich. Certes, c'était une vieille connaissance, mais là, c'était sur le sol de France. Et il y avait fort à parier que tous avaient inculpé leur volonté de chasser et de refouler hors de chez nous tous ces envahisseurs. Des plus anciens qui avaient eu la barricade jusque-là et qui combattaient depuis juillet 1940, ayant répondu à l'appel du général de Gaulle, sont venus périr sur le sol de la métropole 4 ans après l'avoir quittée. Il se faisait une joie de pouvoir enfin la retrouver et pour les autres de la découvrir.
Nombreux embrassèrent le sable, d'autres chantèrent dans la chambre Nous voilà. Ce chant adulé par près de 40 millions de Français prenait à ce moment-là une toute autre signification et importance pour tous ces braves. La première DFL a eu l'honneur de se voir attribuer la partie du littoral varois la mieux défendue, pas moins de 30 forts, bunkers, casemates, bien placés tout au long du littoral et des plages. Le Golfe Hotel en est un exemple. Dans la nuit du 15 août 1944, les premiers éléments de la DFL, le DCR avec le commandant Myrtin, le lieutenant Pasquini et l'aspirant Jean-Pierre Aumont, débarquèrent avec les Américains au Normand. Ils ont pour mission de repérer et de positionner les meilleurs emplacements pour les unités de la division en vue de leur regroupement et de les diriger dans la journée du 16 vers les positions qui leur sont réservées pour l'offensive qui doit débuter le 20 août 1944 à l'aube. Toujours le 15 août, à minuit, un deuxième élément participait avec les commandos d'Afrique dans le même chaland que le colonel Bouvet, décommandé au débarquement au Royal Canada sur mer. Il est composé d'un personnel médical comprenant des infirmiers, des médecins et chirurgiens, un pharmacien, tous détachés de l'hôpital de campagne Spears de la DFL. Ils ont eu, eux aussi, pour mission d'assister le besoin dans leur profession, les blessés que les commandos vont avoir dans leur confrontation avec l'ennemi. Ce détachement ouvrira dès qu'il le pourra le premier hôpital militaire en Provence au Lavandou. La DFL de la première division française a débarqué. Le 19 août, la DFL est à pied d'œuvre et relève le 7e régiment d'infanterie américain et des commandos d'Afrique qui ont à revers et par surprise neutralisé le fortin de Mauvanne dont les canons étaient dirigés vers la mer. Le 20 à l'aube, l'offensive tant attendue est lancée. Le 21, hier, les palmiers est libéré. Le Golfe Hotel, après de durs et rudes combats, est occupé dans la soirée, libérant ainsi la route nationale menant droit à Toulon. Après la prise de la ferme fortifiée de Beaulieu sur le territoire de la Farlène, suivi du séminaire de la Castille. Et en cet été 1944, et une forte chaleur en bras de chemise, rien ne pouvait arrêter les Français de la première DFL. Le village de la Faux est libéré le 22, laissant sur sa droite le village de la Farlène. Ce sera successivement par Péral, le Pradé, la Garde, le 23. Tous ces anciens, comme Jacques Bardet, n'ont pas eu la même chance. Il est mort le 23 août 1944 à la Morane, à la Garde, la veille de ses 25 ans. Son journal tenu au jour le jour, avec sa croix de guerre, a été retrouvé dans une décharge publique. Le général Jean Delaunay, à qui fut remis ce cahier, l'a transcrit et remis aux gueules cassées qui en ont assuré la publication sous le titre « Français libre à en mourir ». Après un dur combat au toit, à cheval, sur le territoire de la Garde et de la Valette, le commandant Myrtin enlève l'arsenal de terre en plein centre de Toulon. Le général Delâtre et Tassigny décide de laisser le soin à la 9e digue de nettoyer la ville de Toulon et ses environs pendant que la 3e DIA, sans grande résistance, libère Marseille le 28 août. La première DFL et la première DB sont dirigées vers Lyon. Au passage, ce sera Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Cavaillon, Nîmes, une incursion vers Montpellier. Le 3 septembre à 10h, le général Desgros-Brosset escalade au volant de sa Jeep le grand escalier de l'hôtel de ville de Lyon, sous les yeux ébahis de ses compatriotes lyonnais. Lyon sera entièrement libéré le 3 septembre 1944. Il avait quitté sa ville quelques années plus tôt avec le grade de capitaine et c'est comme général de division qu'il libère sa ville d'origine. Sans que cela soit programmé, et le hasard faisant bien les choses, le 12 septembre, la jonction historique entre les deux débarquements de Normandie et de Provence est réalisée à Notes-sur-Seine et Montbard entre le 1er régiment de fusiliers marins de la première DFL et le régiment de marche d'expédition européenne de la 2e DB, ancien régiment de reconnaissance de la première DFL.
Ces deux régiments avaient combattu côte à côte en Libye, en Tripolitaine, en Tunisie, dans les rangs de la première brigade française d'Île. Après la libération de Lyon, la DFL poursuit son irrésistible avancée. Contraint de passer, elle enlève la ligne d'avancée allemande au pied des Vosges et marche en direction de Belfort. Le 23 septembre 1944. L'armée devient la première armée française. Je dis bien le 23 septembre 1944. Cette dernière n'a jamais débarqué en Provence et encore moins à Rhin et Danube, malgré qu'une plaque soit apposée sur la stèle dite du débarquement. Devant la rigueur de l'hiver qui s'annonce et le nombre de pieds gelés, la division doit se séparer des Africains qui, depuis le début des combats, combattent avec vaillance et fidélité. Ils sont remplacés par des maquisards FFI et FTP, à peine instruits et engagés dessus dans le combat, et qui jusqu'au bout firent preuve de plus belle qualité militaire et d'un inébranlable dévouement. Le 20 novembre, la DFL perd son général suite à un accident sur le pont en mauvais état du Rhin et la perte de contrôle de sa Jeep. La première DFL est relevée et repasse sous les ordres du général Delormina. Elle ne participera pas alors qu'elle devait intervenir pour cela à la liquidation de la poche de Royan. Elle est rappelée précipitamment fin décembre pour couvrir et défendre Strasbourg, menacée par une contre-attaque menée et voulue par Hitler, qui espérait reprendre la capitale de l'Alsace, libérée par la deuxième DB. Elle subit du 7 au 11 janvier 1945 des attaques d'une puissance et d'une violence extrême. La ligne de Lille est tenue et Strasbourg est sauvée. Un bataillon est sacrifié à Obernen, le BM-24. La DFL quitte la première armée et est engagée dans les Alpes, au grand désespoir de tous ses militaires. Pour sa dernière bataille, elle passe sous les ordres du général Doyen. Elle libère le massif de Leton, la vallée de Caen, de la Brie et de la Roya, qui seront les seuls territoires cédés par Napoléon III au roi d'Italie en 1860 et qui redeviendront françaises après le référendum. Arrivée au Porte-de-Sienne, la division rejoint la métropole après la cessation des combats en vue du défilé de la victoire du 18 juin 1945 à Paris. La DFL est arrivée sur les berges du Rhin et n'a jamais vu le Danube. Elle a parcouru tout au long de son épopée plus de 90 km. Elle a fait des campagnes de traverser plus de pays que les troupes d'Alexandre le Grand, de Jean Giscard et de Napoléon Ier. 46 motières jalonnent son itinéraire. Cela a plus de 4 000 morts, de 12 500 blessés, dont près de 1 600 handicapés à vie. Son effectif a été renouvelé 3 fois durant ces 31 mois de son existence. Les 359 croix de la libération qui lui ont été décernées témoignent de la valeur de cette division. 4 des nôtres, représentant les morts en uniforme, reposent au Mont Valérien. Il s'agit de Mabou Kédé du BM-24, caveau numéro 4, de Brière Georges du 1er RFM, caveau numéro 8, de Duport-Maurice du 22e BMNA, caveau numéro 15, et de Maury Antonin du DINP, tué à El Alamein, caveau numéro 16. Sur les 17 caveaux existants, seul le caveau numéro 9 reste vide et il est réservé aux derniers survivants, les compagnons de la Libération. Au cours de ces 5 années de guerre, la première DFL a fait à elle seule 102 792 prisonniers, soit l'équivalent d'une armée. Cette division comprenait des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges, toutes ces couleurs de peau formaient et composaient une division unique en son genre. En 1957, le général de Gaulle déclarait à ceux de la première DFL: vous n'avez pas eu peur de grandes actions, c'est pourquoi vous ne craignez rien de l'histoire. Il déclarait également: oui, vous pouvez regarder la terre sans rougir et vous pouvez regarder le ciel sans pâlir. Notre grand chef, et nous l'avions peint, écrivait le 25 février 1946 cette citation adressée à la première DFL et qui est gravée à jamais sur la plaque reposant sur la stèle du mémorial national de la première DFL à Lierre, et qui dit: ce qu'a su faire pour la France, la première DFL, ce qu'elle a su faire par le cœur, le corps, les armes et ceux qui en étaient, ce qu'elle a su faire avec ses chefs pénibles, grossés, garbés,
ces officiers et ces soldats, c'est un des plus beaux morceaux de notre grande histoire. C'est pour toujours un défi lancé à ceux qui doutent de la France. André Malraux, en s'adressant à ceux de la VFL, leur avait dit « Le tort que vous avez eu, c'est celui d'avoir eu raison trop tôt. » La VFL participe au défilé de la victoire le 18 juin 1945. Le 14 juillet suivant fut sa dernière sortie en public. Le 15 août 1945, un an après jour pour jour, où le lieutenant Pierre Pasquini, notre dernier ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et son DCR débarquaient avec l'équipe américaine de Gramont, elle est dissoute. La dernière page de notre histoire et de notre passage sur cette terre vont bientôt se tourner et se terminer ainsi dans la vie. Voilà, en raccourci et en abrégé, le récit de l'épopée de cette que fut la première division française, et non pas la première DNU comme l'aurait dit le général de l'Arc de Castille. Encore une fois, monsieur le maire, merci de m'avoir donné cette opportunité. Il ne pouvait en être autrement que, comme je viens de le faire, vraiment abrégé de ces 62 longs mois des 5 années de guerre, poursuivis par la première DLFL, puis après, en Tunisie, par la première DLFL. En espérant ne vous avoir déçu, nous avoir remis en mémoire depuis l'ordre chronologique, si possible, ces 5 longues années, en sachant que les discours les plus courts sont toujours les meilleurs, j'ai fait de mon mieux pour que ce récit l'idée pas un discours soit le plus court possible. Ainsi se termine, mesdames et messieurs, en si peu de mots, ce moment bien agréable que je viens de passer avec vous, en espérant que l'année prochaine, si nous ne sommes pas plus, nous ne soyons pas moins. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. Vive la première VFL, vive la Fort-Valion et vive la France.